Si aujourd'hui je vous demandais de me citer des modèles féminins africains de réussite et d'excellence, que répondriez-vous? Bonjour à tous, je suis Maëva Nawa et bienvenue dans Fearless. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir à mes côtés Maître Teresa Amoa Boifon, Docteur Didier Marie-Laure, qui sont aujourd'hui présentes, ambitieuses et signes également de réussite au niveau du barreau ivoirien, qui vont nous parler de leur parcours, de féminité, mais surtout de sacrifice. Bonjour, Bonjour maître. Maïva. Bonjour, docteur. Bonjour Maïva. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de nous recevoir sur ton podcast, c'est bien ça, hein? C'est bien ça. Merci à vous. Est-ce qu'on peut commencer par peut-être une présentation de votre parcours, de ce que vous avez pu faire avant d'arriver à ce titre honorifique de maître et même de docteur? D'accord, on va respecter les règles de nos sorts. Je laisse après éminence à mon aîné, le D'accord. Didier. Ouais. Alors c'est, ce qu'on a fait avant de devenir avocat, c'est C'est ça? ça exactement. Mmh. En fait, j'ai envie de dire, moi j'ai fait des études de droit et avant ça, je faisais, ce qu'on pourrait appeler des petits travaux. Puis C'est-à-dire? voilà, c'est grâce aux petits travaux que j'ai donc financé mes études de droit. D'accord. C'est-à-dire des petits travaux? Coiffure, D'accord, couture, ménage, d'accord. voilà. Et pendant combien de temps vous avez fait ce Alors, ces travaux? on va dire, peut-être 10 ans à peu près, D'accord. puisque c'est de la première année jusqu'au doctorat. Waouh. Donc, c'est ce que je alors oui, j'ai aussi vendu des splits, OK! voilà. Donc j'étais commercial dans une entreprise de vente de splits D'accord. pendant 3 ans, OK. mais également pour financer des études. Pour financer les études. Exactement. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait avant donc d'être avocat. Et vos études, vous les avez fait en Côte d'Ivoire? Tout le Non, parcours? non, 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 j'ai fait toutes mes études à Dijon, en D'accord. France. OK. Voilà, donc tout le parcours, c'est à la fin Mmh. que Vous donc êtes revenu en Côte on va sur d'Ivoire? la Côte d'Ivoire pour exercer ici. D'accord. Voilà. Et vous, maître Mon Teresa? parcours est beaucoup plus classique, hein. Euh, École confessionnelle ivoirienne, du CP1 jusqu'à la terminale. Ensuite, alors, je me demandais s'il fallait être journaliste, psychologue, etc. Et puis, j'ai ma vocation, je l'ai trouvée en regardant une série pendant les vacances scolaires, ça s'appelait La Voix du silence. C'était une procureure qui était sourde, muette, mais qui avait un de ses talents, qui allait dans le fond de ses dossiers, qui est vraiment très pugnace et tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire droit? Le point, c'est que mon père s'attendait à un héritier plutôt qu'une héritière. Je lui ai dit non, Ah. question. Je pense que je sais ce que je veux faire droit. Donc, pendant les vacances, on est en pleine période de crise et tout. L'université fonctionne pas correctement. Je prends mon bâton du pèlerin et puis je sillonne Cocody, savoir où je vais faire mes études de droit. Par bonheur, les professeurs d'université pensent à créer une faculté privée de droit. Donc je suis de la première fournée, c'est comme ça que, bah, je me donne à fond. Pendant les vacances scolaires, je m'inscris à la bibliothèque et puis je potasse le lexique des termes juridiques. Du coup, quand on commence en première année, peu importe la question qu'on pose, je faillote. C'était sans compter les premiers résultats. Ah! Qui était très dur. Parce que la faculté de droit, c'est pas, ça n'a rien à voir avec, le fait de failloter, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est s'asseoir, Mmh. apprendre, être curieux et travailler. Mmh. Vraiment, on ne triche pas avec le droit, en aucune façon et c'est simplement pas possible. Donc je peux dire avec beaucoup de satisfaction que je suis passée chaque fois en deuxième session, jamais en première. Waouh! Voilà, parce que c'était pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça et donc je décroche ma maîtrise en droit. Etchei. C'est comme ça que je me dirige vers le cabinet Ahmed Zézé et Exercer là et puis donc je fais ma première année de stage, je passe le CAPA, j'échoue. Ma deuxième fois, j'échoue encore au CAPA. Du coup, je me dis: «Non, c'est bon, c'est que l'avocature, c'est pas fait pour moi». Donc je reprends mon bâton du pèlerin, cette fois-ci pour essayer de me tracer un petit chemin et je fais un petit tour en cabinet de notaire. Bon, ni la notaire ni moi ne sommes convaincus de cette invitation pour moi, voilà. Donc mon chemin se poursuit, je travaille en entreprise pendant une bonne dizaine d'années
et elle de me dire: «Tu es en train de perdre ta vie. Il faut absolument que tu te réasseyes et que tu travailles parce que c'est vraiment le métier qui est fait pour toi». Je lui dis: «Non, moi j'y crois pas». Bon, je l'engueule, je pleure et puis Mmh. d'ailleurs, moi, je tombe malade, je passe pas le CAPA. Elle dit: «Bon d'accord, quand tu auras fini de travailler de purée, tu vas aller prendre ton inscription». Donc c'est comme ça que je reprends mon inscription donc 10 ans plus tard, Waouh! et que je passe enfin ce cap-là. Cette fois-ci, je m'assieds, je reste en silence, Mmh. je travaille vraiment dur comme fer et ce que je ne dis pas, c'est que dans le même temps, j'ai eu le temps de me marier et de Mmh. faire des Et enfants. d'avoir des enfants aussi. Voilà et d'avoir des enfants. Donc préparer le CAPA, ça a été une bah, vraiment oh, je C'était pense que j'ai l'interview est c'est longue, donc je suis le temps de poursuivre sur mon parcours. Donc voilà un peu comment, je finis par devenir avocat et je pense que le barreau doit être content de m'avoir. En tout cas, moi, si. on est franchement, ben, on sent déjà la fierté de parce qu'on sent que c'est un parcours éprouvant, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de dédication également. Et mais pourquoi parce que je sens dans vos 2 parcours que vous avez, on va dire, une haleine quand même pour ce domaine-là. D'où c'est venu? Est-ce que c'est un modèle que vous avez eu? Pourquoi en fait être resté dans un domaine assez compliqué, et même souvent même associé souvent même à on va dire aux hommes ou quoi que ce soit? Pourquoi être resté en fait dédié en fait à ce domaine-là? La justice? OK. Les soins de justice. Oui, c'est-à-dire que de manière naturelle, je n'aime pas tout ce qui est injuste Mmh. et donc c'est vraiment ce qui me c'est mon moteur Mmh. à tous égards et ça, c'est depuis, c'est mon ma façon de vivre. Mmh. Donc j'aurais pu être peut-être pompier, parce que j'ai ce côté aussi de l'humain, pompier, sage-femme, infirmière, religieuse. Mmh. Mais comme il y a cette envie vraiment d'aider, De donner sa d'extirper, voix. voilà, d'extirper les gens de quelque chose, Mmh. donc il a fallu que je réfléchisse à une fois que j'ai eu mon bac, c'est vraiment là que j'ai réfléchi, qu'on me dit: «Bon, dans quoi est-ce que je pourrais véritablement être utile par rapport à cet élan qui est en moi?» Donc bon, c'est comme ça que je me suis effectivement dirigé vers le droit, mais avec, cette particularité, je me suis dit: «Étant donné que justement l'avocature est un métier d'homme», Mmh. donc quand je rentrais en droit, je n'avais pas encore déterminé si je voulais être magistrat ou avocat. Mais ce qui est sûr, je voulais vraiment être dans la La justice. justice. Mais ce sont des métiers d'hommes, il faut le savoir, parce que Mmh. c'est prenant Mmh. et donc il fallait que j'arrive à déterminer qu'est-ce qui allait être le plus, on va dire, le plus souple. Mmh. Pour pouvoir conjuguer justement donc mon besoin d'être, dans le domaine de la justice, tout en étant une maman et une épouse. Mmh. Donc c'est quelque chose qui est rentré en compte dans Ah oui, votre, oui, 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 dès le dès départ. le départ? Oui, 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 vraiment dès le départ et on avait eu la chance d'avoir un professeur en première année, monsieur Noël Jean Mazen. Peut-être qu'il aura un jour l'occasion d'écouter vos vidéos, voilà, je pense On espère. voilà, ouais. Et à l'époque, c'était, encore, on va dire l'époque où les professeurs venaient encore en toge, en première année pour, voilà, pour nous émoustiller un peu et il nous a expliqué donc que c'était bien d'être, et avocat et professeur. Parce que quand on exerce, on a envie de donner et donner, on le fait à travers l'enseignement et comme j'aime également enseigner et puis mettre des choses dans la tête des gens, voilà, je me suis dit: «Bon, bah, bingo!» L'humaine C'est voilà, c'est c'est ça. votre ouais. Voilà et il expliquait également pour une femme, c'est bien d'avoir ce côté, professeur, parce qu'on c'est pas enfin, je veux dire, on est moins, on va dire, pressurisé par, on va dire, le besoin des clients ou le besoin de faire marcher le cabinet. Mmh. Vous voyez un peu? Mmh. Donc ça permet d'être, toujours épanoui dans la profession, sans avoir la pression, voilà, de faire du chiffre. De toujours faire du chiffre. Exactement, donc du coup, ça nourrit la passion des 2 côtés. OK. Voilà, donc c'est Le chemin que vous avez suivi par la suite, donc ah oui, bah, et oui, oui. professeur et Voilà, oui, donc je l'ai suivi, mais vraiment tête bêche, ouais. Donc c'est là et ma mère m'a toujours dit: «Tu dois toujours terminer ce que tu commences». mmh, Donc on ne peut pas commencer des études de droit sans terminer par le doctorat. vous êtes Donc allé jusqu'au bout. voilà, on va jusqu'au bout et donc le doctorat donc signifiait devenir donc Mmh. professeur de droit. Mmh. Donc j'ai passé la même année le doctorat et le CAPA. Et le waouh!
Voilà, donc c'est ça qui a fait que j'ai pris 10 ans, en fait. Parce que pour arriver au doctorat, il Bien faut sûr. effectivement voilà, ça prend du temps. Donc c'est vraiment une vocation, en fait, voilà. Bravo. Et vous, Vex, Reza? Qu'est-ce qui m'a conduite vers le droit? Bon, j'avoue que j'avais pas la même lucidité. Moi, c'est sur le fond. Donc je parlerai toujours de La Voix du silence. C'est comme ça que ce film m'a s'appelait. Déjà, le titre me parlait énormément parce que, le premier bouquin de mon père, c'était un recueil de poèmes qui s'appelait Les bruits du silence. J'avais à peine 7 ans que je récitais, je déclamais tous ces poèmes à la moindre sollicitation. Donc je pense que ça a dû avoir un écho à l'intérieur de moi. Donc on va vite sentir le complexe d'éduc qui n'est pas encore guéri. Mais bon, je suis une fallait là-dessus. Donc oui, en regardant ce film, je vois cette femme qui est extrêmement psychologue, en même temps qui est très travailleuse et qui se guérit elle-même de son handicap à mesure qu'elle exerce la profession d'avocat. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle vient à son propre secours. Donc moi non, c'est pas sauver les autres. Le sentiment d'injustice, c'était réparer mon injustice existentielle. Waouh! Voilà. C'est très profond. Bon, malheureusement, je ne sais rien faire autrement. Vraiment. Donc je décide de devenir avocat, je suis en première et mes amis rigolent, ils me disent: «Bon OK, c'est super, tu seras avocat le matin et chanteuse le soir», parce que j'adore chanter. Donc mais vraiment, il y a rien que du coup, tu peux imaginer, je te tutoie, tu peux imaginer ma déception à mon premier échec au CAPA. C'est-à-dire que j'ai vu mon monde s'effondrer, je me suis dit: «C'est fini, c'est poupée», vraiment, on se dit: «Bosse pour toucher tes rêves». Je me rappelle, on est devant le tableau des résultats et puis j'ai une de mes copines qui vient d'avoir son CAPA, moi je l'ai pas. La fille a commencé à pleurer, quoi. Elle dit: «Non mais Marie, non, tu peux pas ne pas avoir le CAPA là. Comment on peut faire pour avoir de» pour dire que, ça je fais cet internet pour dire c'est 10 ans plus tard que ça se résout, mais ça se résout Par la patience. par, la patience, je ne sais pas, des personnes qui croient en toi. On n'évolue pas seul. Des personnes qui croient en toi, des personnes qui ont vu ton rêve dans tes yeux et qui savent que, bah, il faut que tu le réalises, ne serait-ce que pour toi-même et c'est comme je te disais un peu avant l'émission, c'est que quand c'est la note que tu dois jouer pour le monde, ça devient une obligation quasiment. Tu es obligé de le réaliser pour apporter ce dont le monde a besoin à travers toi. Tu ne sais pas faire autrement. Et je pense que s'il y a vraiment quelqu'un qui m'a poussée sur ce chemin, en tout cas, c'est une aubaine, hein, moi, de partager ce plateau-là avec Marie-Laurence. Ça me permet de lui rendre hommage en public parce que elle en a fait. Elle en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai décidé que je ne m'intéressais plus au CAPA, c'était mon époux, parce que j'étais déjà mariée, mes amis, elle, mais c'est pas possible, tu n'as pas le droit. J'ai dit, si, 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 j'ai le droit, parce que ce gourmand là, moi, je n'ai pas dit ça. Donc, voilà un peu, moi, l'avocature, c'était ma note. C'était ma note. Après, je tiens à dire une chose, c'est que c'est pas parce que c'est sa note qu'on l'exerce avec, sous les projecteurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est la réalité de ce que tu incarnes au moment où tu le fais? Et ça seulement suffit à appeler l'odeur qu'il faut autour de ce que tu es en train de réaliser. Voilà un peu mon parcours. Bon, c'est venu de l'intérieur. C'est D'accord. venu de la petite fille à l'intérieur de moi qui se sentait seule, incomprise, et cetera, que j'avais besoin de faire sortir, par un métier qui me permettait de faire la synthèse entre mon amour pour la lecture, mon besoin de comprendre le monde dans lequel j'évolue, la capacité d'écrire avec logique et sans fioriture. Donc, je veux dire, c'est rapidement que j'ai trouvé dans ce métier-là ce qu'il me fallait pour me sauver. Ce sont quel C'est si bien dit. Franchement, et je trouve que on est vraiment au début de l'interview, mais je trouve que c'est beaucoup humain ce que vous racontez et je pense que toutes les personnes tout jeune ou toute personne peut se retrouver en fait dans ce que vous dites parce qu'on valorise moins les sacrifices qu'on fait pour arriver quelque part. On va beaucoup plus montrer en fait la réussite, ce qu'on a, où on est, le statut, etc. Mais on va beaucoup moins valoriser les moments de doute, les moments difficiles, les moments où on a pleuré. Et moi, par exemple, ce qui me touche beaucoup, c'est que dans votre parcours, vous n'avez pas eu
honte de dire que, OK, bah, en fait, j'ai financé mes études, parce que, je suis allée, vendre, telle Ah chose oui, et oui, cetera oui, oui. et je trouve que dans nos médias, on entend moins ça. On valorise moins, en fait, ce côté-là où, on a fait des sacrifices, en fait, pour arriver quelque part. Donc bon, en tout cas, merci déjà pour ça, Je t'en pour prie, ça. il y a la question des sacrifices, mais il y a aussi le parcours intérieur. Oui. Parce que, la vraie et c'est pour ça que je te demandais en début Mmh. d'émission, c'est quoi la réussite? Mmh. C'est ça. Totalement, c'est En vrai. fait, c'est ça. En vrai, C'est je pense ça. que c'est subjectif déjà Ouais. et en tout cas, pour moi, la réussite, c'est arriver à un moment de stabilité où on est plus ou moins stable, en fait, dans les domaines dans lesquels on souhaitait, qu'on souhaitait atteindre ou ce qu'on souhaitait, en tout cas, être épanoui, personnellement. Et Un vous? parcours. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez la même vision de Définition. ouais, de réussite? Moi, je dirais, oui, je pense que je partage cet avis mais c'est surtout, on va dire, rester authentique. Mmh. C'est ça. Vous voyez? Parce que réussir, c'est pas forcément réussir par rapport à ce que la société attend, c'est surtout rester authentique, rester aligné. Voilà, pour moi, c'est ça réussir. Mmh. Est-ce en fin de compte, à la fin de la journée, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, est-ce que tu es resté authentique? Par rapport justement à la personne qui faisait les coiffures. Ah bon. Oui. C'est surtout ça, en fait. C'est bien Voilà, dit. c'est ça pour moi la limite, la réussite. Peu importe si, comment on appelle ça? La société ne me voit pas forcément que c'est une réussite par rapport à certains critères financiers et cetera. Je parle, sous ton voilà, sous ton regard aussi, quoi, hein. Parce que les gens peuvent avoir une image d'Épinal de l'avocat, une image Totalement. d'Épinal, voilà, du professeur, une image même d'Épinal de la femme, mais toi-même, au fond de toi, par rapport à tes valeurs, par rapport aux valeurs même qu'on partage avec la société, est-ce que ces valeurs-là, tu penses que tu les incarnes? Est-ce que après tout ce parcours-là, tu peux encore te regarder? Totalement. C'est ça. C'est ta réussite, c'est quels étaient tes jalons? Qui étais-tu? Qui es-tu devenu? Qu'est-ce que tu as perdu en chemin? Comment tu peux encore le restituer? C'est pas les titres, c'est pas d'être maître, Thérèse Ama Boisfond, c'est pas d'être présidente, d'un cercle de réflexion d'experts. Ça, c'est bien, mais ce qu'on ne dit pas aux jeunes, ça, c'est un résultat. C'est ça. Ce n'est qu'une conséquence. Merci, c'est le Totalement. mot, voilà, c'est le mot. Le mot, c'est conséquence. Voilà, Voilà, ce n'est qu'une conséquence. ce sont les conséquences. Tu m'as demandé, comment est-ce que l'association est arrivée? Mmh. Mais le parcours, à la limite, je dirais, je ne l'ai même pas cherché. Mais ce serait hypocrite de le dire ainsi, parce que si je suis sur ce chemin, c'est que j'ai l'intention d'apporter quelque chose. C'est ce que j'apporte, qui est senti, qui est vu, qui est touché par les autres, Mmh. qui va dire: «Ah tiens, on te voit bien à tel endroit». Mmh. Et si je ne peux pas le faire, j'ai le droit de dire: «Non, ça je ne peux pas le faire, je me sentirais mieux à tel autre endroit». Et puis Manon me dit quelque chose de souvent elle me dit: «Bon, si tu ne veux pas croire en ton propre potentiel, faut croire dans l'autre regard qui estime que toi, tu as du potentiel». Et ça joue souvent beaucoup. Et donc ce que je dis, hein, la qualité des liens qu'on tisse. Je ne parle pas de relations stratégiques. Et ça, Je ne parle pas de réseautage. Je parle de liens humains qu'on tisse. Parce que c'est ça qui nous propulse. On est dans un univers de marchandage, de quête d'intérêt à tout va. Mais en réalité, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que les valeurs fondamentales existentielles, l'amour, la justice, la charité, etc., c'est ça qui crée la société à laquelle on aspire, en vrai. En vrai. Donc, le temps qu'on exactement, prend pour tisser exactement, des relations stratégiques, si on prenait pour tisser des relations réellement humaines, exactement. et les relations réellement humaines n'ont même pas besoin d'une alimentation excessive. Parce que c'est naturel. Je vais même Ouais. pas appeler Malo avant maître Didier avant d'arriver. J'insiste, effectivement, tu l'as dit dans ton propos, l'humain. Mmh. Mais l'humain dans tout ce qu'il y a Sincère. de fondamental, Exactement. C'est ça, fondamental, c'est ça, c'est ça. d'acceptation d'imperfection. Exactement. Et j'ai bien envie, je ne sais pas si ça coïncide avec vos questions ou vos futures questions. Je voudrais bien revenir sur le mot justement «conséquence», Mmh. que tu as mis en exergue. Parce que j'ai l'impression, tu me corriges ou vous me corrigez, que quand on parle de réussite, les gens pensent qu'on commence un parcours en se disant: «Je veux réussir». Mmh.
En fait, la réussite devient l'objectif. Oui, en général. Non, la réussite est une conséquence. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. L'argent est une conséquence. Mmh. Pourquoi est-ce que les gens oublient le chemin? Je sais pas si vous voyez un Mmh. peu. Tout ça, ce ne sont que des conséquences. Quand quelqu'un dit: «Je cherche l'argent est une conséquence. Explique-nous ce que tu cherches et on t'expliquera si l'argent est une conséquence de ce que tu cherches. Je cherche la justice. Je cherche à enseigner. Mmh. Je cherche à apporter quelque chose dans la société. C'est ce qui me meut. J'ai 18 ans, c'est ce que j'aimerais faire. Je veux trouver cette place-là. Et c'est après que quand je vais ouvrir peut-être le bordereau de renseignement à l'université, on va me dire que les études de droit emmènent vers tel ou tel métier. Et après, on dit, bon, à la fin de la page, voici ce que vous pouvez espérer gagner quand vous êtes avocat. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que l'argent est une conséquence. Mais on commence pas la brochure avec l'argent en haut. Oui, On commence pas la brochure sur sur la magistrature en mettant l'argent en haut. L'argent est en bas. Mais on explique le parcours. avant Et on vous dit, d'arriver. vous devez avoir le master 1, master 2, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment ça que les jeunes devraient pouvoir récupérer en 2026. Être célèbre n'est pas un parcours. Oui, Mmh. la célébrité est une conséquence. Choisis le chemin, un chemin qui, effectivement, qui tombe sur une conséquence de De célébrité. célébrité. Maintenant, c'est ce chemin-là, je pense que c'est vraiment tout l'objet de de votre émission d'aujourd'hui. C'est vraiment expliquer aux jeunes les différents types de chemins Totalement. qui peuvent exister. Mmh. On ne défend pas aux gens de devenir célèbres, mais choisis le chemin. Choisis ton chemin Et d'abord. puis, sache que dans ce chemin-là, voilà les carrefours, les différentes difficultés que tu vas rencontrer. Mmh. Mais si tu tiens sur les valeurs humaines, si tu acceptes de consentir enfin, si tu consens au sacrifice sur ce chemin et que tu acceptes les étapes, nécessairement, tu aboutis aux conséquences. Si tu sors quand il pleut, voilà, tu seras mouillé. Tu seras mouillé. Voilà, faut choisir. Oui, Donc totalement. voilà, je pense que je voulais vraiment revenir dessus Mmh. parce que ça me fait vraiment de la peine quand j'entends des jeunes et des moins jeunes qui disent: «Ah, actuellement, je cherche l'argent, que je n'ai pas encore réussi à avoir toutes les sommes que je veux». Mais c'est quoi le parcours? Tu ne m'as pas encore expliqué quel est le Mmh. parcours Que tu cherches derrière. que tu cherches. Ça veut dire qu'en fait, tu peux faire n'importe quoi tout de suite là. Mmh. Ah ah. Mmh. Puisqu'il y a beaucoup de parcours, à partir du moment où tu vends ta force de travail, il y a l'argent derrière. Mais cette force de travail là, tu peux la vendre dans Le dark. une voilà. Donc c'était vraiment, un petit opening pour ce mot-là, c'est très Et est-ce que important. vous pensez qu'il existe une réussite féminine? C'est-à-dire une réussite pour les femmes? Parce que même sur les réseaux, les médias, on entend beaucoup, réussite au féminin, réussite, pour les femmes et cetera. Est-ce que vous pensez parce que je pense que dans l'optique, quand ils disent réussite féminine, Je vais on croiser va bien s'asseoir, voilà, je vais croiser mon pied. On va bien On va s'asseoir, bien bien s'asseoir. comprendre. Parce que, Oui, là, là, à ce niveau, vraiment, parce que je crois que quand ils disent en général réussite féminine, ils englobent aussi les sacrifices que les femmes sont prêtes à faire, elles, pour leur parcours, que les hommes ne vont pas auxquels les hommes ne vont pas forcément penser. C'est-à-dire qu'ils vont pas se dire: «OK, bon moi, je me lance dans tel, domaine et au bout d'un moment, faut que, je sois beaucoup présent à la maison ou faut que je pense à par exemple à me marier et cetera». Enfin, en tout cas, en général, quand sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup cette division-là qui font, OK, la réussite au féminin, on a des femmes qui réussissent et cetera. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là et est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? le vrai critère de la réussite, c'est qui on est, quel jalon on décide d'atteindre, quelle compassion on a pour soi-même, quel droit à l'erreur on s'autorise, quel recommencement est encore possible. C'est une relation de soi à soi, hein. En tout cas, de mon point de vue. je pense qu'on revient encore, sur le mot, réussite. Réussite. Voilà. Mmh. Heu, je pense qu'on s'habitue
à faire le clivage entre hommes-femmes. Ah, C'est-à-dire qu'on divise c'est la société en 2 camps. C'est déjà un problème fondamental. fondamental. Et quand vous regardez les hommes, on met les femmes de côté, vous regardez les hommes. Est-ce qu'on parle de la réussite des hommes gros et la réussite des hommes qui font 1,90 m? Vous voyez un peu? Pourtant, chez les hommes, vous allez voir qu'il y a des hommes, peut-être, qui ont des difficultés pour justement émerger. C'est vrai. Parce que peut-être de nature, ils ont une nature un peu plus effacée, une nature plus besogneuse. Donc, il y a des critères qui font qu'à un moment donné, quand ils vont aller déposer leur curriculum vitae, peut-être qu'à l'écrit, ça va passer, mais quand ils vont passer peut-être à l'oral, il y a des critères qui vont faire qu'on va en sélectionner certains et d'autres vont galérer. On galérait un peu plus. Et on retrouve ces soucis-là, par exemple, en Chine, où beaucoup font de la chirurgie esthétique parce qu'ils doivent être beaux selon les critères de la société asiatique. Parce qu'ils souffrent, parce qu'on va estimer qu'ils ne sont pas assez ceci, ils ne sont pas assez cela. Donc, quand on revient donc à votre question et qu'on dit on parle de la réussite des femmes, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de parler de la réussite d'un certain type d'homme qui a un sexe féminin? Vous voyez, non? Quand je parle d'homme, c'est homme avec un grand H. Donc, parmi les êtres humains, on va catégoriser la réussite d'un certain type d'être humain avec un sexe féminin. Et c'est déjà un problème. Donc, on pourrait tout aussi bien dire, catégorisons aussi la réussite des hommes qui font 1,50 m. Eh oui. Oui, je comprends tout ça. Vous voyez un peu Oui. Voilà. Et tant qu'on va continuer à marcher tête bêche dans ce clivage-là, on comprendra rien du tout. Non, dans cette histoire de réussite au féminin, moi je reviens encore sur les femmes. Je trouve qu'on est en train de mettre une pression à nos jeunes générations en les éloignant de l'essentiel. Vraiment. Donc maintenant, il y en a qui vont se lever pour dire je m'en fous même, je veux rester célibataire. Et puis il va avoir aussi, j'ai réussi parce que je suis célibataire. Il va dire non, que j'ai réussi parce que je suis mariée. Bon, on est de quoi? Non, mais c'est clair. Mais je pense que Ouais. c'est ce que vous dites, en fait, au final. Donc, on n'a pas Exactement. forcément ce truc-là de réussite au féminin. Et je pense que, comme vous l'avez dit aussi, la réussite est subjective. Donc, je pense que tant que tu es aligné, en fait, avec ce que tu as au fond et que ta vision, au final, tu as réussi. Mais ça devient difficile. Parce que je pense qu'il oui, il y a un paramètre qu'on oublie, c'est que la plupart des gens, on va dire la plupart peut-être des femmes, ont un problème d'ordre affectif. C'est qu'à partir du moment où un jeune n'est pas pleinement, on va dire, stabilisé émotionnellement, c'est-à-dire entre guillemets, s'autosuffit, il a été nanti d'amour depuis son plus jeune âge, il est équilibré, une telle personne aura moins tendance à chercher la visibilité. Parce que quand on dit je veux réussir aujourd'hui, hein, avec tous ces critères-là, ça veut dire je veux être reconnu, je veux être célèbre, voilà, je veux être accepté, voilà, je veux que les regards qui vont se poser sur moi soient des regards d'envie, des regards d'amour, des regards d'adulation. Je veux qu'on m'élève. C'est pas je veux moi m'élever, c'est je veux que tous ceux qui vont croiser mon chemin m'élèvent. Et ceux qui ne m'élèvent pas n'ont qu'à être jaloux. Vous voyez un peu? Mais le plus petit dénominateur commun de tout cela, c'est l'amour. L'amour de soi. Ouais. Exactement. Quelqu'un qui est pleinement investi de son propre amour, qui est équilibré, qui a 15 ans, est-ce que vous pensez qu'il a un problème de likes sur YouTube, sur TikTok? Non. Ben non. Ça veut dire que cette personne-là, son critère de réussite ne sera pas le même que celui qui est en manque d'affection. Donc, quand on parle de réussite, je pense que c'est très important de se demander, ceux qui veulent réussir, on va dire, c'est comme si on prend la plus grande majorité, la majorité de la population, cette majorité-là, est-ce qu'elle s'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin du regard des autres. voilà, de l'amour des autres pour être élevé? Et c'est ça qui détermine ce qu'ils mettent dans le mot réussite. D'où la femme qui est équilibrée
et qui a ses enfants, ses 7 enfants à la maison avec son mari, n'aura aucun problème d'ego par rapport à une femme qui est devenue avocate et puis peut-être qui a un très gros compte en banque. Parce qu'elle est suffisamment équilibrée à l'intérieur Équilibrée aussi. d'elle-même, elle est épanouie, donc elle estime qu'elle a réussi. Mais la même avec on va dire le même mariage, les mêmes enfants pour une autre femme qui va avoir des problèmes d'ordre affectif, des manques, elle va sentir qu'elle n'a pas réussi. Peut-être qu'elle a beaucoup d'argent, mais il va lui manquer quelque Quelque chose. chose, Elle va toujours à un être moment. en train de courir, en train de courir. Pendant ce temps, la société va l'aduler et ça sera sa Exactement. compensation. Donc il faut, Voilà. enfin, quand on dit tout ça, on va quand même objectiver Mhm. la réussite. Moi, je pense c'est ce qu'on décide de faire, ce qu'on veut faire, c'est bien le faire, en fonction de qui l'on est. Tu vois? Mhm. Je décide d'être religieuse, par exemple, bah, je m'adonne corps et âme à mon sacerdoce. Et si ça me tant que ça je veux dire ça est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je fais pour qu'on dise que ou bien je fais Pour moi-même. je le fais pour moi? Est-ce que c'est le regard de l'autre que ou que c'est dans le regard de l'autre que je suis en train de me réaliser? Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou alors je suis en train de valider mes étapes? C'est ça. Totalement. C'est ça. C'est ça. Parce que la femme, je dis Christine Lagarde peut être peut-être très, très, très heureuse aujourd'hui d'être, elle est quoi? Présidente du FMI, etc. Quand elle est sortie du ventre de sa mère, elle s'est dit, bon, je veux être parmi les hommes, être l'une des femmes qui va parler de finances le mieux possible. À partir du moment où elle a aligné dedans, elle continue. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui réussissent comme ça, mais qui ne veulent pas apparaître. Oui, Qui ne non. cherchent pas de Oui, visibilité. totalement, ça c'est vrai. Voilà. Et je l'ai beaucoup vu même en faisant Voilà, c'est ça, mon c'est ça, interview, c'est ça. en recherchant des femmes qui voulaient parler, Mais s'exprimer. ça, parce c'est qu'elles ça. veulent pas être confondues avec des gens qui sont en quête d'attention. D'attention. Oui. Exactement. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. pourtant, et là, je salue véritablement ton initiative, c'est que même en discutant, on réalise que la jeunesse a besoin d'entendre, enfin, il faut qu'à l'intérieur, les gens soient détendus. On met une pression monstre C'est ça. à nos jeunes filles, à nos jeunes gens. Une pression inutile. On peut être enseignant de lycée à Ouagadougou, je sais pas moi, Ouagadougou, à Wongolo-Dougou, mais aimer ce qu'on est en train de faire. Et se sentir épanoui avec ce qu'on est en train de faire. Savoir gérer ses finances, faire des investissements, préparer sa retraite dans la vie qu'on s'est choisie. J'ai fait, pour te dire, hein, anecdote, donc je fais un petit coucou à ma collaboratrice de cœur. La jeune dame est consciencieuse comme personne. Elle arrive au cabinet à 6h30. Elle ne part pas du cabinet si je ne suis pas partie. En backup, formidable. Je lui dis, mais quelles sont vos ambitions? Je veux travailler, je me sens bien dans votre cabinet. Tant que moi, je peux avoir l'évolution de ma rémunération. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre ambition. Au début, moi, ça ne fonctionnait pas dans mon esprit. Hein. C'est Je pas me suis grave, ouais. dit, voilà, avec les papas qui te disent non, mais tu peux aller loin, tu as du potentiel, tu es brillant, tu sais. Bon, on te dit tous ces trucs-là, tu grandis avec. Donc, je ne comprenais pas le modèle de la jeune dame. J'ai commis une erreur. On m'avait invité à un truc de woman, leadership, etc., etc. Donc, je lui ai dit, bon, écoutez, je vous offre votre entrée. Mais Maëva, elle est tombée malade. Je l'ai perdue à ce moment-là. Donc, j'ai dû me souvenir. Pourtant, elle a été majeure de sa promotion. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas brillant. Je ne parle même pas de quelqu'un qui ne connaît pas son potentiel. Elle sait ce qu'elle vaut. Mais elle a choisi une vie paisible, selon ses critères à elle. Donc, personne ne comprend. C'est difficile pour elle de faire valoir autour que cette vie me suffit. Et il y en a beaucoup de votre génération qui sont dans ce... Et moi, comme on va dire, non, 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 tu n'as pas le droit, il faut poursuivre tes études, tu dois devenir la première femme, la plus jeune femme, la plus grande femme. On peut juste dire... Bon, et c'est tout à fait ça. C'est que cette jeune dame, oui, qui est équilibrée, Très équilibrée d'ailleurs. qui n'a pas de problème d'ordre Ça affectif, serait avec. Oui. pourrait se retrouver à en avoir Oui. si elle sent Une pression. exactement. Un regard sur elle. Voilà, Et je vais la voilà. dénaturer en fait. Exactement. Si je l'inscris dans ça, par contre,
Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas avoir un salaire satisfaisant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas avoir une vie, avoir sa petite voiture, construire sa maison. Ça ne veut pas dire elle aspire pas à mieux. À évoluer. Elle aspire à évoluer, mais dans ce qu'elle est. Voilà, exact. Totalement. Voilà, donc il ne faut pas standardiser la réussite. La réussite. Voilà. Voilà. C'est un bon mot de fin pour cette question. Mm. Et ça m'amène également à poser une autre question qui est de savoir un peu dans vos différents parcours, et c'est un peu la question signature, quel a été un peu le moment un peu fearless, c'est-à-dire qui vous a, où vous avez fait, fait vraiment preuve de résilience, de retranchement, qui vous a vraiment, on va dire, aussi façonné, qui a vraiment façonné aussi votre personnalité. Non, vas-y, ou bien je préfère que j'y aille. Non, c'est bon. Moi, je pense que c'est vraiment à l'adolescence des enfants. Pourquoi l'adolescence des enfants? Parce que vous élevez, moi j'ai 2 garçons, Mhm. donc on a élevé les 2 garçons avec des caractères, un qui est plus calme, l'autre un peu plus, on va dire, baroudeur, quoi. Mais tant que les enfants ne sont pas adolescents, on ne sait pas qui c'est. Moi, ça, j'ai découvert. Parce qu'on nous dit toujours, oui, l'adolescence, il y a les crises d'adolescence. Moi, j'ai pas fait de crise d'adolescence, donc je sais pas ce que c'est. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on disait que l'adolescence était un problème. Je dis, mais bon, je vois pas comment moi, mes enfants vont avoir des problèmes à la maison. On est bien, on est équilibré. Quand ils sont devenus adolescents, c'est comme si vous ouvrez un paquet cadeau et puis c'est une surprise. Il y a quelque chose qui sort, vous savez pas ce que c'est. Et donc là, imaginez, parce que je travaille, donc le père aussi travaille. Donc, comment attraper les enfants pendant que vous travaillez? Puisque vous découvrez 2 jeunes hommes qui bouent, les hormones, ils ont leurs idées qui commencent à émerger, ils ont leur peur à eux, il faut arriver à les guider, il faut les comprendre, il faut parler avec eux parce qu'ils sont en demande tout le temps. Donc, il faut devenir psychiatre, psychologue, en même temps gendarme. Là, j'ai eu peur. Et vous mettez ça, votre Ouais. moment fearless. Non, non, pour moi, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Donc, j'ai peur chaque matin quand je me réveille, mais quand tu as peur, tu as le courage. Donc, j'ai eu des moments, surtout dans ma vie professionnelle, j'ai eu des moments de peur, de doute incroyables. Peur de perdre mon travail, et puis finalement, tu le perds. Peur, d'abord la peur d'échouer à l'examen, ton examen de rêve, bah, tu échoues. Et puis tu te rends compte que bon, bah, la terre n'a pas arrêté de tourner, donc tu te réveilles le lendemain matin, tu y vas. Tu as peur de perdre ton travail, tu arrives le lendemain matin au bureau, on te dit: «Bon, bah, tu étais en chômage technique», et donc tu réalises que tu as très, très peu d'épargne, donc tu te mets à vendre du pain, condiments, genre très, très choco quand même. Tu vends des vêtements de bébé. Tu as peur parce que tu reprends tes études 10 ans plus tard. Je me retrouve ça a été une grande soirée. Elle me dit: «Inscris-toi pour le CAPA et pour ton 2A en même temps, il faut absolument que tu aies ton doctorat». Donc je finis mon inscription pour le 2A, je m'inscris également pour le CAPA. Premier jour du cours de CAPA, j'arrive, c'est des gens avec des visages de bébés seulement qui tournent dans leur rond. J'écoute le professeur, je comprends rien de ce qu'il a dit. J'ai débarqué à son cabinet. J'ai commencé à pleurer. «Mais qu'est-ce que tu me demandes de faire là? C'est pas possible, c'est bon, le CAPA, c'est pas pour moi, gna gna gna». C'est là qu'elle m'a dit: «Bon, assieds-toi, bois de l'eau glacée. Demain, tu repars au cours». «Je veux plus». Elle dit: «Bon, donc on va faire doucement. Si tu n'es pas capable de faire ton CAPA et ton 2A en même temps, inscris-toi juste pour le CAPA». Je dis: «D'accord, mais si jamais j'ai pas le CAPA là, tu vas me le payer». «Ben, tu vas pas avoir le CAPA, pourquoi?» Donc maintenant, chaque fois, elle va suivre mon évolution. Je suis sûre que tu étais en train de Et pendant que je suis en train de faire ça, mon dernier enfant a 1 an. Waouh. Voilà, c'était 2013. Non, 2013, c'était le 2A. Donc, j'ai plutôt commencé par le 2A. Voilà, parce que j'ai laissé tomber le CAPA, c'était trop pour moi. Mais le 2A, je le faisais à Boaké. Donc, ma fille avait 1 an et demi. J'étais sur la sellette au niveau du travail. La société était en redressement. Donc, c'était une période de peur absolue, quoi. Voilà, j'ai peur de tout perdre, de pas voir mon enfant, de perdre mon travail, de pas réussir ce que j'entreprends, etc., etc. La dernière expérience de peur que j'ai vue, c'est quand je m'installe, 2023, quand j'ouvre mon cabinet. Je sors de maladie, j'ai pas bossé pendant 3 mois. Je reviens, puisque j'étais collaboratrice, je reviens, mais j'avais déjà donné ma démission pour pouvoir aller ouvrir mon cabinet. Mais j'ai eu 3 mois de maladie.
mes maîtres de stage ou les titulaires de cabinet ont déjà pris leurs dispositions. Donc 31 juillet, mon contrat s'arrête. Il faut que je m'installe. J'ai mes enfants, comme elle dit, ils sont adolescents. J'ai mon époux, c'est vrai, mais bon, dans la société moderne, c'est 2 mains qui se lavent, comme on dit. Donc là, maintenant, il faut que j'ouvre ce cabinet. J'ai juste à peine ce qu'il faut peut-être, pour acheter une table et puis une chaise. Comme je dis là, c'est et donc chaque matin, tu as peur de ne pas avoir ce qu'il te faut pour la fin de mois, pour arriver à tenir tes responsabilités. Le seul avantage que j'ai, c'est que je paye un loyer, relativement modéré. Mais tu as quand même 2 collaboratrices. Tu as quand même du matériel à assurer. Donc oui, chaque matin, j'ai peur. Mais ce que je veux dire, en donnant ce témoignage, ce n'est pas une peur qui te retient, C'est ça. c'est une peur qui te stimule. Ah oui. C'est ça, je veux dire, c'est là où tu te rends compte qu'il faut croire à plus grand que soi. C'est pas que de la résilience, c'est de la foi. Mmh. Et ce n'est pas de la foi en soi. Je suis désolée, on est peut-être sur un plateau laïque, mais je ne sais pas vivre sans parler de ma foi et de ma foi catholique. Parce que là-dessus, il y a les fondamentaux de mon existence. Les fondamentaux. N'ayez pas peur du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Père céleste les nourrit. Donc tu te réveilles chaque matin, c'est plus qu'un mantra. Et puis tu te rends compte que tu es venu lundi, il y a quelqu'un qui est venu pour une consultation, il a payé 50 000. Il y a un autre qui est venu mardi, il est venu, il n'a pas pu tout payer, il a donné 20 000. Il y a un autre qui est venu mercredi, bon, il a ouvert le dossier, mais il n'est plus jamais revenu. À la fin du mois, tu te retrouves avec 300 000. Mais tu as pu payer tes 2 collaborateurs, Mmh. tu as pu payer quand même un nouveau paquet de papier RAM. Mmh. Et puis là, maintenant, on t'appelle pour te dire, des anciens vont t'appeler pour te dire, parce que tu t'es bien comporté avec les aînés. Parce que je veux dire, il y a des lois qui sont simples. C'est cette affaire de réussite, de peur, de résilience et tout ça. C'est le respect des lois de la vie. Mais c'est pour ça qu'on parlait du parcours tout à l'heure. Voilà. C'est ce parcours qui permet Qui permet par la suite, la exact conséquence voilà, qu'il y ait des de ces conséquences. actions. Exactement. Donc, première, quand tu finis de voir ça, et puis quand tu as vu souffrir, parce qu'ils sont là, les anciens, hein, on te regarde galérer, on regarde comment tu tiens. Et puis quand on a vu que effectivement tu es vraiment en train d'aller, premier dossier, c'est Marie-Laurence qui me le donne. Deuxième dossier, c'est mon mentor. Troisième, c'est un autre ancien. Et puis bon, tu refloues tes caisses, mais tu dois traiter les personnes qu'on te recommande. Tu dois le faire mais je sais pas, avec pureté. Avec pureté, dans le respect des règles de ton C'est ça. genre, dans le Absolument. respect de la considération qui t'a été faite, dans le respect du chemin que tu as Avec parcouru. ce que tu es, ouais, absolument. Et ça m'amène aussi à vous demander dans votre métier, quel a été un peu le cas qui vous a le plus marqué? Un des dossiers que vous avez dû traiter, mais qui vous a beaucoup marqué, dans votre métier? Émotionnellement, Oui, émotionnellement. alors, tous les dossiers, hein, pour moi, Elle est très empathique, hein. Ouais, maladivement, c'est un problème. Elle est trop sympathique. Moi, beaucoup moins, comme j'aime à le dire. Elle dit que c'est faux. Euh, alors, marqué dans quel sens? qui vous a vraiment un cas grave, où il y a eu soit une fatalité ou soit où vous avez été marqué parce que, il y a eu une mauvaise réponse derrière ou en tout cas qui vous a pas laissé indifférente? Alors, moi, c'est un dossier, on va dire, un jeune de 23 ans, Mmh. accusé. Je sais pas si je te parlais de ce dossier, hein, je sais plus. Dis-moi. Il était accusé de violence sexuelle sur mineur de 3 ans. Donc, genre la catastrophe, quoi. Donc, ça, ce sont des dossiers criminels. Donc, ça Ouais. veut dire que quand on va l'arrêter, comme on dit ici, il n'y a pas pardon. Bien sûr. Donc, on ne cherche pas à savoir si c'est Mmh vrai, si c'est mh, faux. La simple déclaration des parents mmh. suffit à ameuter tout l'appareil judiciaire. On l'attrape, commissariat à 8 heures. Enfin, le soir, il est déjà à la MACA en détention, comment on appelle ça, préventive, quoi. Et donc, on me confie ce dossier. Quand je regarde le dossier, je regarde le jeune, je dis: «Non, c'est pas possible». Et vraiment,
d'instinct, quoi, oui, de nez. Ah. J'ai dit: «Non, je crois pas». «Oui, mais non, mais si, si, si», d'ailleurs, comment on appelle ça? Mon aîné au cabinet, il dit: «Non, non, il prend pas le dossier». Qu'il ne veut pas que ce dossier soit ouvert au cabinet parce qu'il ne veut pas que, La réputation oui, se... oui, et puis surtout, c'est un monsieur très sensible. Mmh. Donc quand il a entendu violence sur mineur, voilà, son cerveau a fait tous les tours que... Donc il dit: «Non, non, 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 que vraiment tu fais ce que tu veux, je t'en veux pas». Il a crié, il a crié. Mais je croyais au fond de moi, je me dis: «Non», oui, Instinctivement. instinctivement. Mmh. Il me dit: «Tu fais ce que tu veux». Je dis: «Tu es sûr que je peux faire ce que je veux?» Il me dit: Mmh. «Oui, oui, oui». Donc j'ai pris le dossier par devers moi pendant combien? Pendant 4 ans. Non. Si, si, pendant Waouh. 4 ans. Donc j'ai étudié toutes les pièces, mais vraiment ligne après ligne pour trouver les failles donc dans la procédure. J'ai plaidé ce dossier, l'année dernière et il a été acquitté. Le juge a, on va dire, a vidé son délibéré, mais là, il voilà, il n'a pas renvoyé. Tellement c'était, lui-même il a été, mais vraiment, Tu trop con. oui, Mmh. c'était trop gros. Mmh. Et ce qui était le plus, on va dire, entre guillemets, «difficile», c'est que le procureur n'avait pas, n'avait pas senti ça, et dans son rôle de procureur, il était à charge, à charge, à charge. Le jeune pleurait toutes ses larmes parce que quand il a entendu, 20 ans de prison, il a failli mourir. Oui, donc je l'attrape, je dis: «Calme-toi, ça va bien se passer», et ça s'est très, très bien passé. Donc pendant 4 ans, c'était difficile parce que la famille pleurait, les parents pleuraient puisque Mmh c'était mh. un... Mmh. Et quand vous voyez cet enfant, il a 23 ans, mais il en fait 15. Mmh. Il est tout mince, chétif et tout, et donc le juge d'instruction disait: «Maître, ça veut rien dire. Vous les voyez comme ça, mais vous savez aujourd'hui, il peut être comme ça, mais avoir des tendances, hein, avoir des tendances», Vous avez été accusé à tort au final il a été accusé à tort. et on a retrouvé la vraie personne qui a fait Non, ça? non, oui, mais il y a rien qui s'est passé en fait. Ah. L'enfant avait la gale. La petite fille souffrait de la gale Mmh. et elle avait de la gale, intravaginale, et les parents ne s'en étaient pas rendus compte. C'est au moment où ils ont fait les examens, pour, vérifier Mmh mh. si, elle avait été victime donc, d'attouchement, Mmh mh. qu'ils ont découvert qu'elle avait de la gale, mais déjà à un stade assez avancé, quoi. Mmh mh. Et donc, le rapport d'expertise conclut à un hymen donc déchiré avec de la... mais enfin, donc il y avait tout ce tableau clinique. Donc quand, on va dire au cours de la procédure, les différents protagonistes lisaient hymen déchiré, hymen déchiré, hymen déchiré, pour eux, c'est que vraiment il y a eu ce que les parents disent qu'il y a eu. Et donc on va dire le fil donc de la défense, c'était de dire: «Non, l'enfant a de la gale, c'est une petite fille, donc il n'y a qu'une femme», vous voyez le plateau? «Il n'y a qu'une femme qui peut savoir ce que ça peut faire que voir de la gale dans les parties intimes, non seulement extérieures mais intérieures». Oh waouh. Donc voilà comment je dois expliquer au juge au cours de ma plaidoirie, avec bien évidemment, documenté avec donc tout ce qu'il faut sur le plan médical, que la nuit, les vecteurs de gale, ce sont des acariens qui sont sous la peau, voilà, OK. et C'est ça. c'est la nuit qu'ils circulent sous la peau. C'est pour ça que les enfants se grattent la nuit et qu'on doit leur mettre des pansements sur les doigts pour ne pas qu'ils C'était se... très, c'était un cas assez humain, quoi. Je veux dire, Exactement, c'est plutôt touchant, hein. voilà. Waouh. Et donc ils ont bien compris effectivement la petite fille en fait, donc Que voilà, se défendait la nuit seule pour en fait, voilà, se ouais, se soulager, soulager. et qu'elle s'était fait du mal, elle-même, quoi. Voilà. Et les parents effectivement après ont dit que bon, ils avaient des animosités avec la famille du jeune qui dormait dans la maison, et que Ah! c'était aussi par Par vengeance. vengeance qu'ils avaient fait ça. Voilà. Donc eux-mêmes ont avoué, ils ont finalement écrit une lettre, au juge pour demander pardon. Ouais, Ça s'est très, très bien passé. sur la fin. Ah, Voilà, bravo. voilà, mais ça a été Ah, très difficile. félicitations. Oui.
Bref, Oh, voilà, donc franchement. il y a des dossiers comme ça, hein, je sais pas si toi tu as déjà eu, Non, encore? non, j'ai eu des dossiers, mais bon, c'est pas les choses qui me marquent le plus parce que non, ce que j'aime, je préfère parler de ce que j'aime. C'est vrai parce que les cas dans le cadre d'une convention, j'ai pu défendre des cas. Je vais en parler, ça d'un point de vue, j'ai envie de dire social, Mmh. mais de ma pratique, ce que moi j'aime en tant qu'avocat, il y a une situation qui m'a particulièrement marquée, c'est un chef d'entreprise qui arrive avec elle a un super projet, heu, mais le dossier est pelé. C'est-à-dire on ne voit elle-même ne voit ni les tenants, ni les aboutissants, sa négociation est en train de max se passer et elle, je veux dire, elle navigue, à vue là-dedans. Donc je récupère, le dossier, on est en pleine négociation, on est sur un achat assez important. Une chose est sûre, on termine le dossier, au moment où elle était en train de partir sur vendre quelque chose à 75 millions, on termine à 300 millions. Donc je suis bien contente de l'ordre, c'est-à-dire le conseil donné. Elle m'a fait confiance, donc on a remis le dossier, mais vraiment Dans au l'ordre. carré, en Mmh. ordre. On a mené les négociations minute après minute. En fait, c'est la relation de confiance de l'avocat et du dirigeant social. Moi, ça et ce dossier-là particulièrement m'a vraiment, vraiment parce que quand elle arrivait, on n'y voyait rien. Mmh. Tu vois? Et finalement, prendre du temps et puis quand on a la dernière signature et que le premier chèque tombe et que la transaction se passe bien et qu'elle a la valorisation de ses partenaires, mais là, Mmh. ça me parle vraiment énormément. Par contre, ce qui me parle pas du tout, c'est le droit pénal et ce genre de cas, heu, mais c'est nécessaire pour l'avocat. Parce que quand je plaide dans ce genre de situation, je dis: «Notre plaidoirie a valeur éducative». Pendant un certain temps, j'ai été en convention avec, une des directions de protection de l'enfance et les cas qui m'étaient soumis, c'est des mineurs qui ont des violences sur mineurs plus jeunes. Donc 15 ans, qui va effectivement violer un garçon de 5 ans. Un garçon qui et c'est de façon récurrente. Mais quand on interroge le pauvre jeune homme, il a lui-même fait l'objet De de violence, violences. exactement. Oui, c'est très courant. Et ils sont en état de détresse. Limite, tu es presque en train de te dire: «Dieu merci, on les récupère à 15 ans» et ça, c'est un cas qu'on retrouve devant le tribunal. Il y a trop de violence. Mmh. Quand on fait le ratio en Côte d'Ivoire, la plupart des crimes sont des crimes d'autres. C'est pas sur femme, sur mineur, homo et ça détruit des vies, énormément de vies. Il y a un cas qui m'avait particulièrement choquée. La mère, pas plus de 25 ou 26 ans, veut aller avec son copain. Elle est dans un coin où ils vendent la boisson, et cetera, et cetera. Et elle confie sa fille à un jeune homme qu'elle ne connaît pas, pour passer du temps. Elle n'est pas prostituée, elle vend. Donc elle confie sa fille Mmh. au jeune homme qu'elle ne connaît pas. Le jeune homme, il sort d'une séance de avec ses copains. Elle ne sait pas. Donc, il prend la petite et elle dit qu'elle veut faire pipi. Mmh. Elle n'a pas honte. Je veux dire, bon, de toute façon, on est tous ici dans le quartier. Mmh. Donc, au moment où la pauvre enfant fait pipi, ce qui ne doit pas arriver arrive. Maintenant, il est affolé. Il fuit. L'enfant est malade. La maman ne sait pas où se trouve son enfant. C'est une dame de la cour qui, lavant l'enfant, se rend compte qu'elle a elle a été accidentée par cet acte. Je dois défendre ce jeune homme. Mmh. Je dois défendre ce jeune homme. Honnêtement, j'ai décidé de plus exercer. Je suis très bien avec mes conseils Sur stratégiques. l'entreprise. Vraiment, ça se passe très bien de ce côté-là. Malheureusement, on arrive un peu à la fin de cette interview qui était vraiment très émotionnelle et très impactante. En tant que, parce que pour moi, vous êtes des exemples, de vie. Moi, en tant que femme, je me retrouve beaucoup dans vos propos, dans votre, parcours. Et ça m'amène un peu à vous demander quels seraient parce que je pense que moi-même, en tant que jeune femme africaine, on a très peu de modèles ou du moins elles sont là, mais on ne les voit pas. Donc c'est peut-être, vous demander, vous, quel serait votre conseil,
en tant que femme africaine, pour toutes les jeunes filles et femmes qui nous écoutent aujourd'hui, quels seraient vos conseils pour pouvoir réussir, entre griffes, mais tout en gardant sa propre personnalité? Je pense que vous avez dit des petits mots, des petits bouts au début de l'interview, mais quels seraient vos derniers conseils pour notre, génération? Je vais laisser la main à Marie-Laurence pour le mot de fin, pour les conseils. Mais, il y a quelque chose de formidable que ce podcast a permis de réaliser, c'est de voir une Manti et sa mentor sur le même plateau, sur, plusieurs aspects de la vie. C'est également, l'énergie de la sororité et je pense que, c'est quelque chose, de fabuleux. J'aimerais bien qu'on puisse inspirer beaucoup d'amitiés constructives Mmh. pour les jeunes générations, parce que le tout n'est pas l'amitié. Le tout, c'est: est-ce que parce que je n'ai pas réussi quelque chose, mon ami ne doit pas le réussir? Et ce sacerdoce, cette dame l'a réalisé avec moi. Elle l'a permis d'éviter plusieurs écueils qu'elle n'avait pas forcément vus tout de suite. Donc cette vérité, cette sincérité dans je crois en la sororité et si j'y crois, c'est qu'elle m'y a emmenée. Alors, Je t'en prie. je te remercie beaucoup. Je pense que je pense qu'on revient encore sur le même mot, hein, l'humanité. C'est des choses qu'on perd aujourd'hui. Donc, le conseil vraiment fondamental, c'est rester humain. Ceux qui se sont un petit peu perdus en cours de route, redevenir humain et ne pas ce mot que tu connais très bien de moi, le mot consommer. Ne pas consommer les autres. Les autres ne sont pas de la marchandise. Ce sont des êtres humains. Il ne faut pas les consommer. Donc, il faut véritablement construire des relations normales avec les gens, construire de véritables amitiés, ne pas profiter des autres. Si quelqu'un vous aide, c'est forcément une conséquence. Si vous vous êtes bien comporté avec quelqu'un, la conséquence, c'est que il va bien se comporter avec vous. Mais vous ne pouvez pas juste consommer les gens cherchant à en tirer profit sans rien construire. Et ça me permet de revenir sur ce qu'on disait au départ. Les jeunes filles qui vont peut-être nous écouter, qui vont certainement nous écouter, doivent comprendre qu'elles doivent avoir un parcours. Elles doivent avoir une idée. Elles doivent chercher à faire quelque chose dans la société. Les Chinois aiment bien dire: quelle est ta contribution? Tu es né parmi nous, tu es né dans notre cité, on t'a porté pendant 9 mois, on t'a nourri au nido, à tout ce que tu veux. Maintenant, tu contribues comment? Donc chacun d'entre nous doit pouvoir contribuer. Et donc, contribuer, c'est tracer ce parcours. Ce parcours, je le trace en tant qu'avocat, je le trace en tant que femme de ménage, en tant que nounou, en tant que couturière. Je contribue en tant que couturière. Je vais faire des habits pour les gens. Je vais faire du ménage chez les gens, je vais garder leurs enfants. C'est ma contribution à la société. Et c'est la joie que l'on retire dans ce parcours-là qui fait qu'on réussit. Et on a les conséquences qui viennent ensuite. C'est pour ça qu'on dit que souvent, on met 10 ans à construire une carrière, à construire une réputation, et un jour à la détruire, parce qu'on fait un faux pas. Maître Marie-Laurence, Maître Teresa, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. Merci pour, vos mots, votre exemple et votre sororité et je pense que c'est de beaux exemples. Je pense que vous avez laissé de belles traces pour, toutes les femmes qui nous regardent, tous les hommes également. Merci encore et à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci.